Mexico Bronco de Patrick Amand aux éditions du Caïman. Il n'avait pas pu répondre à l'appel, trop occupé par l'enchère qui se préparait ce lundi 5 février 2001 dans les locaux de Sotheby's à Londres. Son client, star française de cinéma ayant connu des heures de gloire dans toutes les salles de l'Hexagone dans les années 70-80, tenait absolument à l'acquisition de ce tableau du peintre expressionniste Egon Schiele, portrait du peintre Anton Pechka. La croûte partira finalement pour 11,3 millions de dollars, bien au-delà des prétentions de son client. Il l'avait pourtant prévenu. Le cours du marché des œuvres d'art flambait en ce moment. Si ce con avait joué dans Gladiator, X-Men ou Scream 3, les blockbusters du moment, il aurait pu sortir le carnet de chèques. Caprice de star, il avait quand même tenu à l'envoyer pour le représenter à Londres, quitte à se coucher dès le premier tour des enchères. Pas grave. La commission était suffisamment bien rémunérée pour perdre une journée chez Sotheby's. Il en avait surtout profité pour régler quelques affaires avec des gens peu recommandables et assister au match de la 27e journée de Premier League. Arsenal-Ipswich. Et admirer la classe de Thierry Henry offrant la victoire à Arsenal à la 67e minute. La voix était hésitante et bredouillait sur son répondeur. « Bonjour, maître Aguirrechu. Maître... Monsieur Eneko. » Ça se finissait toujours ainsi, question d'habitude. Il avait rarement entendu prononcer correctement son nom du premier coup. Sauf peut-être par ce vieux juge, avec qui il avait bataillé d'affaire en affaire dans le prétoire de la cour d'assises de Bordeaux. « Maître Aguirre-Tchoumétégui, vous avez la parole. Maître Aguirre-Tchoumétégui, je vous rappelle à l'ordre. Maître Aguirre-Tchoumétégui, soyons sérieux. Aucune erreur dans la prononciation durant 1 mois. Ici le secrétariat de Monsieur Balton. Pourriez-vous me recontacter dans les meilleurs délais au numéro suivant, 01 020 13 000. Merci de demander Géraldine. » Balton. Ce nom était inconnu de son carnet d'adresses. Sa curiosité malsaine l'incitait à rappeler immédiatement. Tant pis pour la surfacturation londonienne. « Société Aricus, bonjour. »« Bonjour, passez-moi Géraldine, s'il vous plaît. »« Qui dois-je annoncer ? » ?»« Monsieur Aguirre-Tchoumétégui. »« Vous pouvez répéter, s'il vous plaît ? » ?»« Annoncer une écho. » Géraldine prit l'appel sans tarder, écourtant ainsi la mélodie d'attente insipide. « Maître Aguirre-Tchoumétégui, bonjour et merci de me rappeler si rapidement. Monsieur Balton, président de la société Aricus, souhaiterait vous rencontrer à son siège à Paris. Je vous propose de prendre l'avion lundi depuis Bordeaux, votre domicile, et de le retrouver à 15h. Où puis-je vous adresser les billets ?» Aguirre-Tchoumétégui n'était plus maître depuis 3 ans, si ce n'était de son destin. La phrase était de lui et il n'en était pas particulièrement fier. « Chère madame, m'en direz-vous un peu plus sur cette demande de rendez-vous ? C'est professionnel, bien sûr. Monsieur Balton souhaite vous rencontrer en votre qualité d'avocat. Maître Aguirre-Tchou. Votre société ? La société Aricus est le consortium franco-britannique, issu de la fusion de la société française Bellart et du groupe anglais Bean Center, qui est le premier groupe européen dans le domaine des légumes surgelés. Société cotée au CAC 40, bien sûr. Bien sûr. Monsieur Michel Balton est le président du groupe. Lui qui est parti du bas de l'échelle, ses parents étaient de surcroît agriculteurs. La leçon était parfaitement maîtrisée et il s'en foutait de surcroît. Monsieur Balton se recommande de Monsieur Le Beaupin. Le Beaupin. Il y avait longtemps qu'il n'avait pas entendu parler de lui. Les services mutuels qu'il s'était rendus les liaient pour un bon moment. Jean-Paul Le Beaupin, PDG du groupe Vibal, qui détenait journaux, magazines, chaînes de télé et autres bidules internet tout en étant actionnaire dans des clubs de foot allemands et espagnols. Un requin de la finance avec le bras long. Aguirre-Tchoumétégui l'avait sorti d'embarras dans une affaire de délit d'initié boursier, par des moyens qui dépassaient un tantinet la déontologie de la profession d'avocat. Juste de quoi le faire rayer du barreau. Ceux qui l'appelaient encore maître étaient des très proches, comme aussi quelques manias de l'immobilier, à qui il avait arrangé certaines affaires juteuses, là encore avec des moyens que la morale et la justice réprouvaient. C'est à partir de ce moment-là qu'il avait pris le statut d'avocat véreux, non reconnu par l'URSSAF. Véreux ne signifiant pourtant ni plus ni moins que manquant de probité. Dans une forme plus acceptable, il était celui qui manquait de décence et faisait preuve d'inconvenance. Ça collait bien à son style finalement. Il était aujourd'hui conseiller juridique en un peu tout et n'importe quoi, enquêteur, filocheur comme un vulgaire privé parfois. Par chance pour les justiciables, peu d'avocats avaient un tel destin. Pour en côtoyer à longueur de journée, il savait que l'honnêteté était majoritaire dans cette profession. Pour être plus précis, la grande majorité des avocats se croyaient honnêtes. Ils pouvaient défendre l'indéfendable en toute honnêteté, en étant persuadés de l'innocence de leurs clients face à la loi.
même s'il savait la culpabilité inéluctable. L'émotion ne devait pas prendre le pas sur le droit. Il avait quelquefois eu cette conversation avec des confrères. Conversation qui se terminait immanquablement sur la défense des criminels nazis au procès de Nuremberg en 1945-46. Passer les lieux communs du style « Tout le monde a le droit d'être défendu. Nous parlons du glaive et de la balance ». Ça pérorait dur sur la probité des avocats de ces criminels et sur l'impossibilité à défendre de tels monstres. Le fameux point Godwin. Plus une discussion en ligne dure longtemps, plus la probabilité d'y trouver une comparaison impliquant les nazis ou Adolf Hitler s'approche de 1. Aguirre Tchoumétegui se plaisait à rappeler à ses chers confrères que c'était l'avocat de Göring, le docteur Otto Stammer, au procès de Nuremberg, en refusant l'accusation d'assassinat de 4000 officiers polonais prisonniers de guerre dans la forêt de Katyn par les Allemands, qui avait le premier mis en doute la version soviétique. Le massacre de Katyn semblait aujourd'hui imputable à l'armée rouge, comme avait tenté de le démontrer Stammer face aux dénégations du ministre public de l'URSS et son farouche représentant, le colonel Pokrovski. C'est en 1992 que le président de la Fédération de Russie, prenant connaissance de preuves irréfutables de la culpabilité soviétique, les transmet au président polonais Lech Walesa. À ce jour, la reconnaissance officielle du crime soviétique n'était qu'une question de paperasserie entre les mains du président Eltsine, qui devrait profiter de l'occasion pour régler ses comptes avec la période soviétique. Un renversement de l'histoire rendu possible grâce à un avocat d'une cause indéfendable. Ce genre de discussion se terminait toujours en engueulade entre avocats bien élevés et rarement devant un verre. Ou alors entre confrères du même acabit. Eneko Aguirre Tchoumétegui aimait bien finir ses discussions avec un des rares avocats qu'il appréciait, celui qui s'était lui-même surnommé le salaud lumineux, maître Jacques Vergès. Ce soir-là, ils avaient bien ri en imaginant les grandes envolées juridico-lyriques qu'occasionneraient les débats autour de la défense de Marc Dutroux dans son futur procès. Violeur et meurtrier d'adolescents, arrêté 5 ans plus tôt en Belgique, défendu par un de leurs proches confrères, un des pires moralisateurs lors de ces débats de fin de soirée. Le taxi le déposa depuis Orly, devant l'entrée de la société Haricus dans le quartier de la Défense. Une sculpture représentant un haricot vert géant en métal contrastait avec l'austérité du bâtiment qui devait dater des années 60. Un peu cheap pour un gros groupe capitaliste. 2 cerbères d'environ 1,90 m, écouteurs vissés dans l'oreille, contrôlaient les entrées. Leur look n'était pas sans rappeler celui de Tommy Lee Jones et Will Smith dans Men in Black. Cravate réglementaire de rigueur. Les employés présentaient un badge. Les visiteurs VIP étaient accueillis par des hôtesses dont les jupes étaient aussi vertes que courtes. L'avocat avait été pris en charge dès qu'il s'était présenté. L'intérieur du bâtiment était d'un standing très classe. Architecture de verre et alu, donnant sur un grand patio arboré avec ce qui semblait être un jardin potager artistique en son milieu, bien à la vue des visiteurs. Ce jardin bien artificiel lui rappelait qu'il devait absolument rappeler José Bové, vieux poteau des années 70 lorsqu'ils fréquentaient ensemble quelques amis libertaires et avec qui il était resté en contact. Sa défense en appel de l'affaire du démontage du McDo de Millau devait se tenir en mars. Aguirre Tchoumétegui était censé lui donner un coup de main. Vu la médiatisation de sa condamnation à 3 mois de prison ferme en septembre dernier, le moustachu du Larzac ne devrait pas avoir trop de mal à se constituer une armée d'avocaillons dévoués à sa cause et en quête de gloire. José, quant à lui, venait de passer une semaine à Porto Alegre, au Brésil, au premier forum social mondial, où il s'était fait remarquer en menant une action anti-OGM dans un champ de Monsanto et avait bien failli connaître les geôles brésiliennes. « Nous allons prendre l'ascenseur personnel de M. Balton pour nous rendre au 15e et dernier étage, M. Aguirre. » Le raccourci sur son nom était parfait. L'ascenseur du boss grimpa au 15e avec une fluidité et une rapidité impressionnantes. Si l'ascension sociale se mesurait à la classe d'un ascenseur, Balton était un modèle de réussite. La porte s'ouvrit et une autre hôtesse l'attendait. « Maître Aguirre Tchoumétegui, bonjour, je suis Géraldine. Voulez-vous bien me suivre au salon, je vous prie ?» Il s'exécuta, tout en la félicitant intérieurement pour la perfection de la prononciation de son nom qu'elle avait dû travailler de nombreuses fois. Aguirre Tchoumétegui. « Vous voulez un drink ? Whisky, beer, vodka, Jet 27, wine. » L'inventaire du bar en anglais dans la bouche de l'hôtesse résonnait comme un signe extérieur de richesse ridicule. Il voulait avoir les idées claires pour ce rendez-vous, lui qui ne buvait quasiment pas. Il déclina la proposition et s'assit dans un fauteuil rouge tomate. « Monsieur Balton va vous recevoir. » Qu'est-ce que lui voulait le magnat du haricot vert ? Le bureau de Michel Balton était presque aussi grand que le potager du patio.
Il était orné de reproductions de tableaux de maîtres représentant uniquement des fruits et légumes. Balton était grand, visage sec, avec les séquelles évidentes d'un récent lifting, le vieux beau qui fait appel au bistouri régénérant de temps à autre. Il invita Aguirre Tchoumétegui à s'asseoir en face de lui. « Maître, bonjour. Je vais essayer d'être bref, mon agenda est overbooké. Mais je vous ai fait venir, je vous dois quelques explications. Nous passerons sur les présentations. Je suppose que vous savez qui je suis. » Aguirre Tchoumétegui fit une moue dubitative. « C'est Le Baupin qui vous a recommandé. Apparemment, vous êtes l'homme de la situation pour mon affaire. Un avocat assez spécial, un peu baroudeur, je dirais. » Qu'est-ce que Le Baupin avait bien pu lui raconter? Il n'aimait pas les bavards, raison supplémentaire pour rester sur ses gardes. Balton devait vraiment être pressé. Il parlait à toute vitesse. Eneco ne comprit pas tout ce que le grand patron lui racontait. Développement, marché, CAC 40, prise de risque. Union européenne, main-d'œuvre pas chère, emmerdement, concurrence, numéro 1 en Europe, licenciement, délocalisation, gouvernement incapable, charge sociale. C'était la litanie habituelle des patrons et de leur grand chef, Ernest-Antoine Seyer, président du CNPF, qu'il avait transformé en MEDEF, ce qui était beaucoup plus joli. Habitué aux plaidoiries inutiles, Aguirre Tchoumétegui écoutait Balton d'une oreille sélective, attendant le concret du sujet, qui arriva sous une forme inattendue. « Répondez-moi instantanément sans réfléchir, je vous donne un mot et vous m'en donnerez 3 qui s'en rapprochent. » C'est un test de QI ? Presque. Vous êtes prêts ? Il se demandait vraiment ce qu'il foutait là avec cet énergumène. Mexique. Tequila, chili con carne, Guadalajara. Pourquoi Guadalajara ? Quart de finale de la Coupe du Monde de foot, 21 juin 1986, France-Brésil, 4-3 au tir au but. Ah, le Mexique vous inspire uniquement cela. Sans réfléchir, oui. Et en réfléchissant un peu plus, mezcal, tacos, Guadalajara. Encore Guadalajara ? Demi-finale de la Coupe du Monde de foot, 25 juin 1986, France-Allemagne, 0-2. D'accord, je vois. Bon, j'en viens au fait. La sonnerie du téléphone retentit, ce qui courrouça fortement Balton. Il appuya sur un de ses nombreux boutons du combiné, prit l'appel en main libre et hurla. « Je vous avais dit de ne pas me déranger !»« Je suis désolé, monsieur Balton, c'est Lambert, le directeur de l'usine de Château-Thierry, qui vous demande en urgence. »« Lambert, j'espère que vous avez une bonne raison de m'importuner, mon vieux. »« Monsieur Balton, je m'excuse, je tenais à vous informer que suite aux 15 licenciements que nous avons prononcés la semaine dernière, l'ensemble du personnel vient de décréter une grève illimitée jusqu'à la réintégration des licenciés. »« C'est ça, je suis le Père Noël. » Alors écoutez-moi, Lambert. Dans votre usine, c'est toujours le bordel, et vos syndicats commencent à me courir sur le haricot sans jeu de mots. Je crois deviner le nom du syndicat qui est à l'origine de cette grève, Lambert. La CGT ? Monsieur Balton, c'est une intersyndicale. Quoi ? Les autres s'y mettent aussi ? Balton hurla. Alors Lambert, vous pouvez leur annoncer que je ferme l'usine à ces connards. Vous préparez le plan de licenciement comme vous voulez. Vous me foutez l'usine en faillite et on délocalise en Espagne. Ça me trottait dans la tête depuis un moment, mais là, c'est la goutte d'eau. Et je veux que ça aille vite. Compris, Lambert ? Oui, monsieur. Et ne vous inquiétez pas, j'ai des projets pour vous. Vous me tenez au courant. Balton transpirait. Il ferma les yeux et respira profondément, puis fixa Aguirre Tchoumétegui. Vous voyez, maître, depuis bientôt 50 ans que notre entreprise existe, beaucoup de choses ont évolué. La technique, le passage des produits frais au surgelé via les conserves, le rapprochement avec d'autres groupes, la diversification, les filiales, la mondialisation, quoi, etc., etc. Il y a une chose qui ne change pas et qui m'emmerde tous les jours. Les syndicats. Et plus c'est rouge, plus ça mord. Aguirre Tchoumétegui lui fit comprendre que sa conversation présente ne l'intéressait pas. Alors, je vous disais que j'avais besoin de vos services pour une mission bien précise et assez particulière. Mon fils, Jacques, fait ses études à l'École nationale d'arts plastiques de l'Université nationale autonome du Mexique, l'UNAM de Mexico. Il travaille sur l'art Toltec ou un truc dans ce genre. Cela fait 1 mois que je n'ai pas de nouvelles de lui, alors qu'il m'en donnait régulièrement ainsi qu'à sa mère. Vu mon statut, j'ai d'abord pensé à un enlèvement, mais il n'y a pas eu de demande de rançon auprès de la direction de notre usine de Mexico. Et oui, nous sommes implantés en Amérique latine. Partout où ça paye, on fonce. Si je pouvais, j'irais faire bouffer des navets surgelés aux Nord-Coréens. Bref, mon fils, avec son côté artiste, eh bien, j'ai pensé à une escapade avec quelques hurluberlus-bitniks dans son style. Mais ce qui est louche, c'est que 2 à 3 fois par semaine, des prélèvements de grosses sommes sont faits sur sa carte bancaire, le maximum autorisé. Volontairement, je n'ai pas coupé les vivres.
Je pense que c'est le meilleur moyen d'en savoir plus et espérer le récupérer rapidement. De toute façon, j'ai une assurance spéciale s'il s'avérait être des retraits indus sur son compte. Je vous précise que cet enfant, s'il porte mon nom, n'est pas de moi. Peu de temps après sa naissance, j'ai épousé sa mère et je l'ai adopté. C'est une autre histoire sans importance en ce qui nous concerne. Depuis, je suis d'ailleurs divorcée d'avec sa mère, mais je lui ai promis de le retrouver rapidement. Pour moi, soit il est otage de petites frappes, pourquoi pas, il faut s'attendre à tout dans ce pays qui manque singulièrement d'ordre et d'autorité, soit il a trouvé une belle Mexicaine avec qui il prend du bon temps. Je pencherais plutôt pour ça. Tant mieux pour lui, vous me direz. Ou alors il entretient une communauté de branleurs qui n'a pas envie de travailler et qui a trouvé des ressources sans trop forcer. En tout cas, il ne faut pas que ça dure, car en attendant, sa mère me tanne. Il faut régler ce problème rapidement. Ce que je vous propose est simple. Vous allez au Mexique, vous le retrouvez, il donne des nouvelles, il rentre dans le rang. Je vous verse 30 000 francs pour me le ramener, plus les frais bien entendu. La même somme vous sera versée à votre retour en cas de succès. Aguirre Choumetegui n'était même pas impressionné par le montant de son offre. Cette démesure et cette assurance directive conféraient à l'empereur du haricot une posture qu'Aguirre Choumetegui ne connaissait que trop bien dans ce milieu, avec qui il fricotait à des fins très intéressées. Une petite question, monsieur Balton. Pourquoi moi? D'abord, les recommandations de Le Beaupin. Et puis, j'aurais pu faire appel à des privés de grande envergure, mais je n'ai pas confiance dans ces gens-là. J'ai déjà eu une mauvaise expérience. Mon instinct me dit que ces professionnels ne seront pas à même de s'adapter à cette situation. L'enjeu est important pour moi, mine de rien. Je suis une des plus grosses fortunes d'Europe et je souhaite de la discrétion. Dans ce milieu des détectives, tout le monde se connaît. Tout le monde a entendu parler de trucs qui a couché avec un tel, surveiller machin chose. À la limite, je dirais qu'ils sont trop professionnels. Je les imagine à Mexico avec leur mentalité rigide d'occidentaux dominateurs. Ils iront droit dans le mur dans ce pays de fous. Il me faut un vrai anonyme comme vous, qui n'a peut-être pas l'expérience pure d'un détective, mais qui a la carrure et le sang-froid nécessaires à ce que m'a dit Le Beaupin. Vous n'êtes jamais allé au Mexique? En Amérique latine? En Andalousie, mais ça ne compte pas. Donc, à part le parcours de l'équipe de France de foot en 1986, vous ne connaissez rien d'autre? Si, grâce à la lecture de Lucky Luke, Tortilla pour les Dalton, en écoutant Pulque Musica y Tequila du Ber Félix Tiefen. Eh bien pour vous, ça sera Tortilla pour Jacques Balton. Vous parlez espagnol, cela vient de vos origines? Basque, je présume. Oui. Parfait. Voilà comment vous allez prendre pied au Mexique. Balton avait tout préparé. Certain qu'Aguirre Choumetegui ne refuserait pas la mission. Le billet d'avion était retenu. Le départ était prévu pour 5 jours plus tard, vol 4203 de la Lufthansa avec escale à Francfort, histoire de se blinder l'estomac avec une petite choucroute avant d'affronter les faritas infernales. Départ 9h15 le jeudi 15 février de Paris, arrivée 23h à Mexico. Les directives viendraient directement du bras droit mexicain de Balton qui l'accueillerait à l'aéroport avec une pancarte « Mexico Tour » au milieu des autres voyagistes. Pour préparer son périple, Balton avait donné une carte bancaire à Aguirre Choumetegui. Ayez l'air du touriste de base. Achetez un appareil photo, des guides, des bermudas. Il faudra vous fondre dans la foule touristique. Toutes les autres questions matérielles seront réglées à votre arrivée lors de votre prise en charge par mon collaborateur de l'usine de Mexico. Écoutez bien ces recommandations. Le Mexique n'est pas un pays facile. Eneko Aguirre Choumetegui se doutait qu'il allait être de plus en plus sollicité pour des affaires de ce type. Quand on commence à y goûter, difficile de s'arrêter. L'expérience développe l'appétence. Parallèlement à son boulot d'avocat déjà entamé par une déontologie franchissant régulièrement la ligne rouge, grâce à ses relations dans le patronat et la jet-set, il avait déjà fricoté avec les grands de ce monde. Désormais, affranchi de ses contraintes avocat défroqué, il y avait de quoi se faire un paquet de thunes. On peut dire qu'il se lançait dans les affaires. Là, avec le père Balton, c'était du lourd. La réussite de cette affaire lui ouvrirait sûrement des portes du côté du patronat.